Bonjour à tous. Alors, maintenant qu'il est 18h03, on va pouvoir commencer. Alors, je vais activer ma caméra. Alors, bonjour, si vous me voyez, je suis là. Donc bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà présentes. Donc on est presque une cinquantaine déjà. Donc je vais dans un premier temps vous expliquer un petit peu le déroulé de la présentation, puis on se présentera et puis on vous expliquera un petit peu tout ce qui va se passer pendant l'heure et demie durant laquelle on va être ensemble. Donc tout d'abord, la présentation, donc, elle va durer 1h30. Elle sera composée de différentes parties, à savoir qu'on est là ce soir pour vous présenter l'enquête mission Hérisson de la LPO. Donc, son protocole, ses objectifs, qu'est-ce que c'est, pourquoi on a mis ça en place, comment vous pouvez participer. Allez, arrête. Répondre à vos questions si vous êtes déjà participant. Et donc, à chaque fois que vous arrivez, on vous demande de bien désactiver votre micro, sinon ma collègue le fait. Et si vous voulez interagir avec nous, donc ce sera par écrit. Donc, vous avez tous accès au chat, à la conversation écrite, dans laquelle je peux vous mettre un petit bonjour. Voilà, et vous pouvez donc poser toutes vos questions à tout moment dans ce chat et ma collègue se chargera de vous répondre entre chaque partie. Est-ce que, donc n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat si vous pouvez, pour qu'on confirme que ça fonctionne bien, que vous l'avez trouvé. Donc c'est pour information, la petite bulle, alors elle est soit ronde, soit carrée, soit toujours un petit peu différente en fonction des termes, enfin de ce sur quoi vous êtes, si vous êtes sur un téléphone ou votre ordinateur. Donc voilà, je vois que tous les petits messages arrivent, donc c'est bon, vous êtes bien là. Sachez donc, comme vous pouvez le voir certainement à l'écran, que cette rencontre est enregistrée. Parce que des personnes n'ont pas pu être présentes malheureusement et donc on leur rediffusera. Si cela vous gêne, n'hésitez pas à couper votre caméra, bien sûr. Dans ce cas-là, vous n'apparaîtrez pas. Si ça ne vous gêne pas, ne coupez pas votre caméra et on continuera à vous voir, ce qui est aussi agréable de ne pas parler à un écran vide. Voilà. Dernière petite précision avant qu'on se présente officiellement. Donc cette rencontre, comme je vous dis, a pour but de vous présenter l'enquête Mission Hérisson. Donc c'est une enquête scientifique lancée par la LPO l'année dernière. Cette présentation ne fera pas l'objet de questions ou de présentations sur la vie du hérisson en détail, sur les recommandations à quoi faire dans son jardin si on croise un hérisson, que faire si on une petite seconde. Que faire si on croise un hérisson? Que faire si on a un hérisson dans son jardin? C'est des questions qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Voilà. Alors, pour me présenter, donc déjà, je suis Marjorie Poitevin. Je travaille donc à la LPO depuis maintenant 10 ans. Et je m'occupe de l'enquête Mission Hérisson et c'est moi qui vais vous présenter ce soir tout ce que j'ai à vous dire, c'est moi qui vais vous le dire. Et donc, je suis aidée de ma collègue Clémence Godard qui, elle, se chargera de prendre toutes vos questions dans le chat, de les lire au moment où on pourra y répondre, de vous répondre en direct sur le chat si jamais il y a besoin et qu'elle peut formuler des réponses directement. Voilà, ce sera encore plus facile. Donc nous sommes deux et donc on est bien contente que vous soyez tous là ce soir. Alors, pour commencer, il y aura donc différentes parties à la présentation. Donc, on va vous présenter pourquoi on s'intéresse aux hérissons depuis maintenant 1 an et demi à la LPO. Quel est le protocole de l'enquête qu'on a mis en place, son but, ses objectifs et le matériel nécessaire. Enfin voilà, vous aurez à la fin, on espère, tous les éléments pour devenir des super enquêteurs hérissons. Et si vous êtes déjà des super enquêteurs hérissons, parce qu'il y en a parmi vous, on pourra vous apporter aussi des réponses si vous avez des petites questions que vous vous posez après avoir participé. Qu'est-ce que vous pouvez faire mieux ou des choses qui ont été mal comprises. N'hésitez pas à nous les formuler également.
Donc, on est parti. En gros, alors on peut se demander pourquoi la LPO s'intéresse aux hérissons. En fait, la Ligue pour la protection des oiseaux s'intéresse aux hérissons, oui. Donc, il faut savoir que donc, la LPO ne s'intéresse pas que aux oiseaux, puisque pour protéger les oiseaux, il est nécessaire de protéger l'ensemble de la biodiversité. Et donc, on s'intéresse également à d'autres espèces et d'autres espaces, dont, depuis l'année dernière, les hérissons. Donc, pourquoi le hérisson? Donc, comme vous le savez, c'est un animal qui est largement connu de tous, qui bénéficie d'un très fort capital sympathie auprès des adultes et des enfants. Je vois qu'il y en a ce soir en plus, donc c'est parfait. Voilà, j'en ai une petite tête. Le hérisson, en plus, donc c'est un auxiliaire de culture qui est très utile à la fois au jardin et pas qu'au jardin. Et surtout, il a l'avantage de permettre d'aborder la totalité ou une grosse partie des thématiques de la conservation parce qu'il est, il est touché et impacté par beaucoup de choses, par exemple la disparition des milieux, la fragmentation des milieux, la disparition de la ressource alimentaire, l'empoisonnement de la ressource alimentaire aussi. Et donc, ça va nous permettre de travailler, en travaillant sur le hérisson, ça va nous permettre de travailler sur toutes ces thématiques-là. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, au sein de la LPO, on est beaucoup de personnes à travailler sur le hérisson. Donc, moi et Clémence, on travaille sur l'enquête. Mes collègues des refuges travaillent sur les refuges LPO et donc sur le hérisson. Il y a mes collègues du service juridique qui travaillent aussi dessus quand il y a des petits soucis. Les centres de soins, bien entendu, qui récupèrent pas mal de hérissons. Donc, voilà, donc ça nous a permis de nous fédérer aussi autour d'un sujet. Et donc, hop, alors attendez, je ne suis pas sur le bon écran, voilà. Donc, avant toute chose, comme je vous ai dit, vu que ce soir, nous n'aborderons pas les thématiques aménagement du jardin, protection du hérisson, si vous le souhaitez, donc ma collègue Clémence va vous mettre tous ces liens dans le chat. Vous pouvez récupérer tout plein de liens, de documents à aller consulter qui vraiment vous parleront du hérisson de manière générale. Savoir, voilà, il y a un guide qui a été fait sur aider et accueillir le hérisson au jardin. Il y a une newsletter qui existe à laquelle vous êtes abonné pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tous ces documents. Ma collègue vous mettra les liens. Et dans tous les cas, à la suite de cette rencontre, certainement la semaine prochaine, on publiera un article sur le site de la mission Hérisson qui récapitule tout ça. Donc, si vous avez raté quelque chose, pas d'inquiétude, vous pourrez à tout moment retrouver ces documents quelque part. Voilà. Alors, commençons les choses sérieuses. Pourquoi on s'intéresse aux hérissons? En fait, ce qui se passe actuellement en France, c'est que nous ne disposons pas de chiffres clairs et scientifiques nous permettant de savoir comment se porte la population de hérissons. Je n'entends même pas par là combien il y en a, mais savoir est-ce que la population est en bonne santé ou pas. Là, ce que vous voyez, c'est des pages de différents atlas de la biodiversité régionaux. Donc là, on a la Bourgogne et je ne sais plus, la Nouvelle-Aquitaine, je crois, ou l'Aquitaine. Et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, nous ne disposons pas d'assez d'informations sur la taille des populations de hérissons, ni sur son évolution pour savoir exactement comment il se porte. Là, ce que vous voyez à droite, c'est ce qu'on appelle la liste rouge IUCN des mammifères de France. Et on voit que le hérisson, donc parmi beaucoup d'autres espèces, est classé donc LC. LC, ça veut dire low concern, donc ça veut dire peu concerné en fait. Donc on ne s'en préoccupe pas vraiment pour l'instant, parce que malheureusement, on n'a pas de chiffres. Et donc, l'idée, c'est aussi que outre-Manche, donc nos voisins anglais, eux, se sont intéressés aux hérissons un peu avant nous, puisque ça fait plus de 20 ans qu'ils mènent des études sur cette espèce. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que malheureusement, le hérisson disparaît de leur territoire, que ce soit en zone urbaine ou en zone de campagne. Les hérissons disparaissent alors entre moins 30 et moins 50% en fonction des endroits. Et malheureusement, les pressions qui pèsent sur cette espèce étant les mêmes chez nous et en Angleterre, il n'y a pas de raison, malheureusement, que ce soit différent chez nous. Mais on n'a pas de chiffres. Et donc, l'idée, c'est donc de créer une enquête pour pouvoir répondre à cette question. Donc, quels sont les objectifs de cette enquête? Donc, j'ai repris pas mal de questions que vous avez déjà posées lors de votre inscription. Et donc, les objectifs de cette enquête sont vraiment de connaître la dynamique de population du hérisson en France, donc savoir est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il augmente. Ce n'est pas
de compter les hérissons. Le but de cette enquête, les résultats de l'enquête ne nous permettront pas de dire la population se monte à 25 millions de hérissons. L'idée, c'est vraiment de dire il diminue de X% ou, pourquoi pas, on l'espère, il augmente de X% au fil des ans, comme ont fait nos collègues anglais. Donc voilà, et c'est pour ça, donc on est parti de ce constat-là l'année dernière en se disant, bon voilà, on n'a pas ces informations-là, on a besoin d'informations pour mieux protéger le hérisson. Donc on a lancé l'enquête Mission Hérisson, qui est une enquête donc de sciences participatives, c'est-à-dire que c'est vous, les citoyens non scientifiques, qui allez collecter des données qui vont servir derrière aux scientifiques pour mieux protéger le hérisson. Donc, c'est le principe même de l'enquête, c'est que tout le monde peut y participer du moment qu'on s'engage à suivre le protocole et à nous transmettre les observations. Donc, quand on parle de protocole, je vais vous le présenter. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas donc, à poser vos questions. Je mets par écrit. À la fin de la partie protocole, on s'arrêtera et Clémence se chargera de me faire part de toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre, j'espère, de la meilleure manière possible. Alors, qu'est-ce que cette enquête? L'enquête se déroule en 6 étapes. Donc, il s'agit, on va les détailler, il s'agit donc de poser un tunnel dans un lieu. Alors, une petite seconde, hop, voilà. Il s'agit donc de poser un tunnel à empreinte dans un lieu donné que vous allez choisir, qui peut être un jardin, pas un jardin, un coin de nature, une forêt, un bord de prairie, peu importe. De poser ce tunnel 5 nuits de suite, 4 fois dans l'année, et tous les matins, après ces 5 nuits, enfin chaque matin pendant 5 nuits, de suivre une petite seconde, de voir les empreintes qui vont apparaître, puisque c'est un tunnel à empreintes. Donc, on va mettre dans ce tunnel de l'encre, des croquettes pour appâter le hérisson. En rentrant dans le tunnel, il va marcher sur l'encre, laisser des empreintes, et en repartant, il va laisser toutes ces petites empreintes sur des feuilles. Donc, chaque matin, on y reviendra avec des illustrations et tout. Chaque matin, vous allez prendre en photo les empreintes, vous allez les identifier parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas que du hérisson qui peut passer là-dedans. Il y a à la fois des animaux domestiques et aussi plein d'autres animaux de la faune sauvage qui peuvent passer et laisser des empreintes. Et vous allez poster ces photos sur le site. Et puis après, vous pourrez interagir et valider les données des autres observateurs. L'idée, c'est vraiment donc de réaliser ce protocole. Donc, c'est 6 étapes. Je choisis un lieu, je pose un tunnel pendant 5 nuits, je prends les photos, j'identifie. De faire ça 5 nuits de suite, 4 fois dans l'année, idéalement, une fois à chaque saison, toujours au même endroit. On reviendra sur tous ces points qui sont très importants puisque c'est un protocole scientifique qui doit être suivi à la lettre pour que les données soient exploitables. Donc, hop. Le but, on tient bien à le préciser ici, c'est pas de détecter du hérisson. S'il n'y a pas de hérisson, c'est pas grave. Ce sera un petit peu frustrant pour vous, mais c'est pas grave parce que ça nous donnera aussi des indices de présence. Donc, on saura que, par exemple, dans ce lieu, le hérisson n'est pas présent si vous ne voyez pas d'empreinte à cet endroit-là. Donc, le but, c'est pas d'avoir du hérisson. Après, pour essayer de vous expliquer de manière un petit peu simpliste, même très simpliste, parce que je suis animatrice du projet, c'est pas moi qui vais analyser les données. Donc, pour vous faire comprendre un petit peu comment ça va fonctionner, j'ai imaginé ce scénario-là. Donc, imaginons qu'on a 100 participants qui participent à l'enquête et qui permettent de suivre 1000 lieux. La première année, 1000 lieux suivis, 1000 lieux avec du hérisson. Ça, c'est idéal. La deuxième année, sur ces 1000 lieux, il n'y en a plus que 500 où on détecte du hérisson. La troisième année, sur ces 1000 lieux, il n'y en a plus que 200 sur lesquels on détecte du hérisson. Bon, là, c'est la catastrophe. Si vraiment c'est ce scénario-là, c'est la fin du hérisson, mais ça vous donne une idée, en fait, de comment va fonctionner l'enquête. Donc, on va suivre des lieux pendant X années. Et au fur et à mesure, on va voir que voilà, sur ce scénario-là, par exemple, on constate une diminution de 80% de la population de hérissons en 3 ans. On croise les doigts pour que ce ne soit pas ça, mais c'est vraiment l'idée et c'est ce qu'ont fait nos collègues anglais. Donc voilà sur le protocole.
Est-ce que Clémence, on a des questions sur le protocole? J'entends vraiment protocole, pas forcément sur le matériel, parce qu'on y reviendra un petit peu après. Alors, oui, on a eu une question à laquelle j'ai répondu dans le chat, mais peut-être que c'est le cas pour d'autres personnes. On me demande si il faut poser le tunnel en hiver. Donc, je te laisse répondre, Marjorie. Oui, on y reviendra. Vous avez été très nombreux à poser cette question. Oui, il faut poser le tunnel en hiver aussi, idéalement une fois par saison. Donc, je pense que tu y as répondu et on se chargera, on reviendra vraiment sur cette question juste après, un petit peu plus loin dans la présentation. Donc oui, il faut le poser en hiver aussi. Alors, on va continuer. Donc, pour vous présenter le matériel. Alors, hop, le matériel, le voici. Donc, c'est un tunnel à empreinte que vous pouvez trouver. En fait, vous avez le droit de le construire ou de l'acheter. Les moins bricoleurs peuvent l'acheter, les plus bricoleurs peuvent le construire. L'idée, c'est vraiment de respecter, par contre, certaines dimensions. Donc, en fait, le tunnel que nous vendons à la LPO, qui est aussi vendu par les Anglais, c'est ce genre de tunnel, donc qui fait à peu près 1 mètre de long, qui est triangulaire et dans lequel on va mettre différentes choses. Si vous ne voulez pas l'acheter et que vous voulez le construire, vous pouvez. Donc ça, c'est le tunnel que nous, on a construit, qui a des dimensions bien particulières également. Vous trouverez toutes ces dimensions sur le site de l'enquête. Il y a un tuto qui explique comment construire le tunnel. Par contre, c'est important de respecter les dimensions, de respecter les consignes parce que c'est une enquête scientifique. Je pense que je vais vous le répéter 25 fois avant 19 h. Donc, c'est une enquête scientifique et pour qu'elle soit valable, il faut suivre le protocole et que tous les lieux sur lesquels vous allez participer soient suivis de manière identique. C'est ça qui est important. Donc, voilà pour notre tunnel, à quoi il ressemble. Alors, sur le site, on peut voir plein de choses en fait. Le tunnel, il peut se présenter de plein de manières différentes puisque vous pouvez le construire. Donc là, on voit différents types de tunnels, donc des tunnels achetés, des tunnels construits avec de la toile cirée pour étanchéiser, des tunnels avec un petit quelque chose d'amovible pour l'ouvrir plus facilement. Donc voilà, tous ces tunnels sont des tunnels qui conviennent. On reviendra sur ce tunnel-là avec le petit triangle en bois devant. Ça répondra aux questions que nous ont posées certaines personnes concernant la venue de chats dans les tunnels. Voilà. Et donc, par contre, il faut bien noter qu'il y a certains tunnels qui ne correspondent pas. Donc, je vous dis, il faut faire attention quand on construit le tunnel. Donc, plusieurs choses. Là, par exemple, on voit au milieu que le tunnel n'est pas du tout assez long, l'ouverture ne correspond pas à ce qu'on préconise. Il en est de même pour le tunnel de droite où on comprend tout à fait l'idée de limiter l'entrée des chats. Par contre, l'entrée va être trop petite pour le hérisson et risque d'en freiner certains. Et il y a une petite chose que je voulais vous préciser parce que vous êtes peut-être déjà participant et vous avez déjà été confronté à ce problème. Donc, quand vous montez le tunnel, normalement, une fois que le tunnel est monté, les petites languettes que vous voyez là n'existent plus ou ne sont plus visibles en tout cas. On a vu beaucoup de tunnels avec des crêtes comme ça. Moi, alors, avec ma culture cinématographique, ça me fait penser à Croque-Mou. Donc, s'il y a des enfants, ça me fait penser exactement au dos de Croque-Mou. Voilà, je vois les enfants. Donc, normalement, quand on le monte, il faut faire attention de bien plier les languettes. On a fait aussi un tuto pour expliquer ça. Donc, s'il y a des gens qui sont confrontés à ce problème actuellement, n'hésitez pas à aller voir sur le site. On vous expliquera comment bien monter le tunnel. Donc voilà, mais vous pouvez construire votre tunnel, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tunnel? Donc par contre, dans ce tunnel, il va y avoir une plaque amovible. La plaque amovible, elle va permettre de mettre dessus l'encre, les feuilles et surtout les croquettes. Donc, si vous construisez un tunnel, il va falloir que vous vous fournissiez en plusieurs choses, donc des feuilles à 4, de l'huile végétale type de l'huile tournesol que vous avez à la maison, des trombones, du ruban de masquage. Alors, c'est le ruban qu'on trouve souvent dans les magasins de bricolage pour masquer les petites plaintes ou les choses comme ça quand on fait de la peinture. Un pinceau, une coupelle, des croquettes pour chat. Et de la poudre de charbon si vous construisez le tunnel vous-même. C'est cette poudre de charbon qui va servir d'encre. Parce que, donc voilà, il va falloir faire de l'encre
pour pour avoir les empreintes du hérisson. Et il faut que cette encre ne soit pas toxique. Donc, ce qui est préconisé, c'est de la poudre de charbon, donc qui n'est pas toxique et que certains utilisent peut-être parce que ça existe en cosmétique ou, si je ne dis pas de bêtises, en dentifrice aussi, il me semble, des choses comme ça. Vous trouvez ça en magasin bio ou en pharmacie. Donc, de la poudre de charbon qu'on va mélanger à de l'huile végétale et ça va faire un mélange très, très noir, type encre de Chine, très tâchant. Donc, attention quand vous mélangez puisque c'est du gras et de la poudre de charbon. Et l'idée, c'est donc, une fois qu'on a créé son encre, de la mettre dans un petit pot hermétique. Et comme ça, ça permettra de garder d'une fois sur l'autre le mélange. Si vous n'avez pas envie d'utiliser de poudre de charbon parce que vous n'en avez pas ou vous n'en trouvez pas, sachez que vous pouvez utiliser d'autres choses. Il y a par contre 4 critères à respecter. Il faut que ce soit une substance qui soit très fine, pas avec des petits morceaux. Une substance qui soit très foncée pour que ce soit bien marqué, que ce soit miscible avec de l'huile et pas avec de l'eau, attention. Et surtout que ce soit naturel et non toxique, parce que les animaux vont marcher dedans, potentiellement se lécher les pattes, ou même voilà, ça peut passer à travers leur peau. Donc attention à ne pas mettre de choses toxiques. Il y a des gens qui utilisent des pigments naturels ou de l'argile rouge aussi. Par contre, il faut faire attention de bien doser pour que ce soit bien foncé. Voilà. Et donc, une fois que vous avez préparé votre encre, voilà à quoi va ressembler votre plaque en fait. C'est-à-dire une feuille, de l'encre, des croquettes, de l'encre, une feuille. Comme ça, l'animal, pas forcément le hérisson d'ailleurs, l'animal va rentrer, va marcher, va manger, va repartir et va laisser des empreintes. Alors, il y a plein de choses à prendre en considération quand vous montez un tunnel pour la première fois. On ne va pas s'apesantir dessus pour l'instant, mais sachez que vous retrouvez tout sur le site. Et vous retrouvez également une vidéo qui vous explique exactement comment faire en détail pour monter tout ça. Voilà pour le dispositif. Clémence, est-ce que nous avons des questions sur ce dispositif? Alors, effectivement, il y a eu des questions. J'y ai répondu dans le chat, mais ça peut peut-être intéresser tout le monde. Sur l'endroit à privilégier pour la pose du tunnel. On va y venir. Donc oui, on va y venir, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Et puis, oui, si on demandait une marque de croquettes, si on avait une marque de croquettes à privilégier, j'ai dit que c'était des croquettes pour chat plutôt. Oui, alors c'est plutôt des croquettes pour chat, parce que vous imaginez bien que le hérisson, des grosses croquettes pour chien, c'est moins évident. Après, on va revenir sur toute cette partie-là. Il y a des croquettes à privilégier, pas forcément en marque, mais en parfum. Je vous expliquerai ça, en fait. On a découvert ça au fil de l'enquête, donc on va vous dire tout ça, tout de suite. Donc, oui, vas-y, pardon. Pardon, une question. Peut-on utiliser du charbon de bois broyé ? Techniquement, oui. La seule condition, c'est de réussir à le broyer vraiment très, 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 très fin. Il faut vraiment pas qu'il y ait de petits, même des tout petits bouts, parce qu'on a testé, nous aussi, vous imaginez bien. Et en fait, dès qu'il y a des tout petits bouts, mais vraiment des grains de sable, ça fait que les empreintes sont beaucoup moins franches, beaucoup moins marquées et qu'elles peuvent être difficilement identifiables. Mais si vous arrivez par une manière extraordinaire à le broyer très fin, vous pouvez le faire et vous pouvez aussi nous partager l'astuce, nous envoyer un mail pour nous dire comment vous avez fait, c'est toujours intéressant. On pourra partager ça aux autres participants. Donc oui. Une autre question, Clémence, ou on peut avancer? Si une personne ajoute qu'il existe des croquettes spéciales hérisson chez Multifit, mais bon. Oui, il existe des croquettes spéciales hérissons. Alors, une chose qu'on n'a pas précisée et que je vais vous préciser maintenant puisqu'on parle croquettes. En fait, l'idée de cette enquête, c'est pas de nourrir les hérissons. De toute manière, la LPO ne préconise pas de nourrir artificiellement les hérissons avec des croquettes parce que c'est pas forcément adapté. Et puis, il faut garder à l'esprit que c'est aussi des animaux sauvages, donc mieux vaut avoir un jardin qui soit tip-top pour le hérisson que de lui proposer de la nourriture artificielle et industrielle. Et par contre, il y a une chose importante qui est à noter, c'est que quand on participe à l'enquête, il faut qu'on s'engage à ne pas nourrir le hérisson entre 2 sessions de pause. Cela risque de biaiser fortement le protocole. On y reviendra après, mais bon, vu qu'on y est, autant y être. En fait, si vous nourrissez le hérisson toute l'année, il va, de manière artificielle, être attiré
dans votre jardin ou dans un lieu quelconque. Et donc, ça risque de créer ce qu'on appelle des biais dans les résultats de l'enquête, puisque le hérisson étant attiré artificiellement dans ces lieux, ça risque de créer des faux positifs et donc de ne pas dire réellement ce qui se passe pour la population de hérissons en France. Donc, ce qu'il faut faire quand on souhaite participer, c'est ne pas nourrir le hérisson entre 2 sessions de pause, donc c'est-à-dire durant l'année. Mais on y reviendra plus en détail après. Du coup, je vais enchaîner sur le lieu de pose, puisqu'on parle de tunnel. L'idée, donc, comme je vous ai dit, c'est que vous pouvez le poser où vous voulez en termes de lieu. Donc, ça peut être un jardin, ça peut être dans la nature, ça peut être dans un champ. On a des structures qui travaillent avec nous, qui ont posé des tunnels dans une soixantaine de cimetières d'Île-de-France. Par exemple. Donc voilà, ça peut être vraiment partout. On a des communes qui travaillent avec nous et qui ont mis des tunnels dans des jardins publics. Donc il n'y a pas de souci, on peut le mettre où on veut, même s'il n'y a pas de hérisson, même si voilà, on peut vraiment le mettre où on veut. Par contre, pour optimiser ses chances de détecter du hérisson s'il y en a, il vaut mieux le poser le long d'une structure linéaire, à savoir une haie, une clôture, un muret, parce que c'est le long de ces structures linéaires que les animaux vont naturellement se déplacer. Donc, plutôt que de le mettre au milieu de la prairie ou au milieu du gazon, il vaut mieux le mettre le long de la clôture, le long du mur ou le long de la haie. C'est l'idée. Après, il faut faire attention à le mettre dans un endroit, si c'est en milieu naturel notamment, où il n'y a pas de risque pour le tunnel, à savoir qu'il ne soit pas fauché ou emporté par une submersion quelconque, voilà. Qu'il soit bien à plat, parce que s'il est un peu brinque-ballant, les animaux vont avoir un peu plus de mal à rentrer dedans, ils seront moins en confiance si quand ils mettent une patte dedans, ça se met à bouger. Et par contre, une chose à noter, c'est que si jamais vous posez des tunnels en milieu naturel ou en milieu urbain, il faut faire attention au vol, malheureusement. Voilà, après, ça peut rester assez discret, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, il y a quelques questions qui nous sont parvenues, donc je vais déjà y répondre maintenant. Et si vous avez d'autres questions, on les prendra juste après. En fait, il y a des personnes qui m'ont demandé si, j'habite à 1100 mètres d'altitude et je n'ai pas vu de hérisson autour de chez moi. Y a-t-il un intérêt à participer dans une telle zone géographique? Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. En fait, c'est oui et non. Oui, il y a toujours un intérêt à participer parce que ça nous permet de savoir s'il y a du hérisson ou pas. En fait, peut-être qu'il n'a juste pas été observé, mais qu'il y en a. Par contre, il faut savoir que c'est vrai, les hérissons sont moins présents après 1000 mètres. Il y en a, mais il y en a moins parce que les hivers très très froids font que ça rend les conditions d'hibernation un peu plus compliquées pour l'espèce. Donc il y en a beaucoup moins en haute montagne. Mais on peut tout à fait le poser après 1000 mètres d'altitude si on le souhaite. Et est-il opportun de positionner le tunnel le long d'un petit ruisseau? Oui, globalement, il n'y a pas de souci. À condition que, voilà, il faut faire attention que s'il y a une petite crue ou quelque chose, que ça n'emporte pas le tunnel. Mais il n'y a pas de souci à poser le long d'un tunnel, d'un ruisseau, bien au contraire. Et concernant les périodes de pause, alors là, vous avez été, je crois que c'est la majorité des questions qu'on a reçues. On nous a demandé plein de choses. Est-ce qu'il y a une période particulière pour poser le tunnel? Est-ce qu'on peut le poser toute l'année? Alors là, j'ai mis que 2-3 questions, mais en fait, on en a eu vraiment beaucoup. Donc, en fait, pour vous récapituler le protocole, le tunnel, idéalement, on vous demande de le poser une fois par saison, donc 4 fois par an. Il n'y a pas de souci à le poser en hiver. Donc, il faut savoir que l'hiver, les hérissons, ils sortent de temps en temps d'hibernation. Alors, ça peut être suite à du dérangement. Ça peut être s'il fait trop froid et que son gîte n'est pas assez isolé. Et du coup, il va détecter un danger, sa température va trop baisser. Donc, il va sortir. Et il sort pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il n'y a pas de souci à le poser l'hiver. Et en fait, s'il y a plein de personnes qui le posent l'hiver, ça pourra aussi potentiellement nous donner des informations autres que celles voulues dans le cadre de l'enquête, parce que ça nous permettra peut-être de savoir est-ce que les hérissons sortent peut-être quand il y a un redout des températures ou quand, à l'inverse, il y a les températures qui baissent. C'est des données qu'on n'a pas. Donc, en posant le tunnel l'hiver, ça nous permet de savoir ça aussi. Donc, c'est toujours, voilà, c'est intéressant. Donc, idéalement, on se dit 4 fois dans l'année. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais participé, vous pouvez participer dès maintenant. Comme ça, vous vous ferez la main avant le printemps. Et il n'y a vraiment pas de problème. Au contraire, toute l'année, c'est top.
Et concernant les croquettes, est-ce qu'on peut mettre, ah oui, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé ça aussi, est-ce qu'on peut mettre un autre appât que des croquettes? L'idée, c'est de ne pas attirer les chats et de ne pas attirer les rats. Donc malheureusement, voilà, comme je vous dis, c'est un protocole scientifique qu'il faut suivre et le dispositif doit être identique chez chaque participant. Donc non, il faut que ce soit des croquettes parce que ça sent très fort, ça attire les hérissons. Des fois, même quand il n'y a pas de croquettes, ça les attire tellement l'odeur est restée. Les cacahuètes, ça attire beaucoup moins parce que ça sent beaucoup moins. Ça attire aussi les rats, les cacahuètes, parce qu'en fait, quoi qu'on mette, ça pourra potentiellement attirer des rats. Voilà. Et ah oui, on a aussi eu des demandes sur les conseils pour la gamelle de croquettes. Alors, il faut savoir qu'un hérisson, c'est pas bien haut en fait. C'est des petits animaux, donc il vaut mieux éviter de mettre une trop grosse gamelle parce qu'il ne va pas réussir à aller dedans. Donc l'idéal, honnêtement, c'est la petite soucoupe à pot de fleurs. Ça va parfaitement, c'est petit, c'est parfait. Par contre, il faut bien garder à l'esprit, donc je vous ai dit que l'idée de l'enquête, c'est pas de nourrir le hérisson. Donc l'idée, c'est pas de mettre 4 poignées de croquettes dans le tunnel, c'est vraiment de mettre une petite dizaine de croquettes à chaque fois. L'odeur alléchante suffit à les attirer en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, sur les autres questions, il y a eu beaucoup de personnes qui nous demandent si on peut déplacer le tunnel ou combien de temps garder l'emplacement du tunnel. L'idée, c'est de ne jamais déplacer le tunnel, en fait. Une fois qu'on a choisi un lieu, on le garde pendant toute la durée de l'enquête. Alors, si vous voulez le déplacer d'1 mètre parce que pour une raison XY, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous posez un tunnel une fois, je ne sais pas, devant la clôture, devant chez vous, l'idée, c'est qu'à la fois d'après, vous le posez au même endroit et que vous n'allez pas le poser 2 km plus loin chez le voisin, même s'il n'y a pas eu de hérisson. C'est important de suivre des lieux donnés et donc de ne pas bouger le tunnel exagérément. Comme je vous dis, quelques mètres, c'est pas la fin du monde, mais par contre, voilà, de pas le déplacer à 3 km. Voilà, donc vraiment garder tout ça. Et oui, des petites astuces que les gens font et que les gens nous font remonter, c'est qu'en fait, vu qu'on ne place le tunnel que 4 fois dans l'année, le reste du temps, on peut le prêter à des gens, à la famille, aux amis, pour démultiplier les zones de suivi. Donc nous, c'est ce qu'on fait au boulot. On a 4 tunnels qui sont dans le bureau, là, qu'on prête aux salariés qui souhaitent faire le suivi chez eux. Donc autant rentabiliser le tunnel si on en a acheté un, même si on en a construit un d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à le prêter aux collègues. Ce sera encore mieux pour l'enquête. Clémence, on peut faire un petit point si tu veux. J'ai vu, voilà. Oui, il y a des questions, effectivement. Alors, on nous a demandé s'il y avait besoin d'une autorisation pour les espaces publics, pour poser le tunnel dans les espaces publics. Oui, pour les espaces publics, oui, il faut voir avec les personnes concernées, donc la mairie. Ce ne sera pas forcément une autorisation, mais c'est vraiment, il faut voir avec eux avant de poser un tunnel pour être sûr que ça peut être fait. Notamment, je vous citais l'exemple des cimetières. Là, ce n'est pas des particuliers qui le font, c'est vraiment des structures. Donc, tout est fait en concertation avec les villes, avec les gestionnaires des cimetières. Enfin, voilà. Oui, c'est important. Et puis, ça fait de la sensibilisation et de l'information sur l'enquête. Donc, honnêtement, c'est bien d'aller en discuter avec les mairies. Alors, une autre question. Les hérissons sont-ils susceptibles d'être présents dans les zones de marais, prairies inondables, pendant l'hiver ? Tout est toujours susceptible, c'est pas leur habitat de prédilection, que ce soit pendant l'hiver ou pas pendant l'hiver d'ailleurs. Nous on a testé par ici là, certaines prairies inondées, on n'a jamais eu de hérissons de détectés. Mais après, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on continue de suivre ces lieux pour voir si c'était juste qu'on les a pas détectés ou si vraiment il y en a pas. Donc on suit quand même 4 fois par an certains lieux pour être sûr. Ça nous donne des informations en fait. Mais ce n'est pas son habitat de prédilection. Alors, une personne nous demandait si on avait l'adresse d'un site qui permettrait de reconnaître les traces. Le nôtre le site de l'enquête oui, alors il y a beaucoup d'ouvrages qui existent sur les traces d'animaux. Par contre, c'est beaucoup d'ouvrages sur des traces soit dans de la glaise, soit dans de la neige, mais rarement des traces sur de l'encre, parce que ça ne va pas être la même chose de reconnaître une empreinte sur encre et une empreinte sur
dans une substance molle, donc comme de l'argile. Donc nous, on a essayé de faire au mieux avec le guide qu'on a fait sur les quelques animaux potentiellement qui peuvent potentiellement visiter le tunnel. Donc je vous incite à aller voir à la fois le guide avec les dessins et le guide avec les vraies empreintes, des vraies empreintes en encre. Après, on n'a pas trouvé de guide particulier sur des empreintes encre et pas autre chose que les animaux du jardin, les petits animaux du jardin en fait. Ça va jusqu'au blaireau, pas plus. Ça commence à faire gros quand même, mais ça va pas plus loin que ça. Voilà. Clément. Alors, oui, pardon, une autre question. Oui, j'ai collé, en gros, dans la conversation, j'ai collé le lien vers les documents téléchargeables, dont le guide des empreintes sur le site LPO. Donc, vous le retrouverez là. Une autre question, est-ce que le fait de poser le tunnel pendant l'hiver ne risque pas de le perturber pendant son hibernation, durant son cycle de ralentissement interne? Pardon, il y a de l'écho. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. En fait, il est tout à fait possible de le poser pendant l'hiver. C'est pas ça qui va soit l'attirer en dehors de sa zone d'hibernation ou quoi que ce soit. Dès qu'un ver de terre passe à côté de lui, ça va pas le réveiller non plus en fait. Donc une fois qu'ils sont en hibernation, ils sont en hibernation. Il y a des petites choses qui peuvent le réveiller, comme je vous ai dit, alors soit du dérangement, du vrai dérangement, si on va soulever son gîte ou mettre un coup de pied dedans sans faire exprès, enfin ça peut arriver malheureusement. Soit vraiment des grosses températures très très faibles ou un défaut d'étanchéité du nid pour l'hiver. Mais non, il n'y a pas de risque que ça perturbe le hérisson et que ça les fasse tous se réveiller et venir en groupe autour du tunnel. Voilà. Une dernière petite question. Peut-on prendre l'initiative de contacter la mairie au nom de la LPO? Non. L'idée, c'est de voir avec votre LPO local déjà, parce qu'il y a des LPO qui travaillent déjà sur le protocole hérisson, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est pas forcément les contacter au nom de la LPO, mais c'est leur dire que cette enquête existe et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils veulent des informations, s'ils veulent développer cette enquête dans la commune, il n'y a pas de souci. Au nom de la LPO, pas forcément, mais vraiment, incitez-les à venir vers nous. On travaille déjà avec des communes où nos collègues des associations locales travaillent déjà de façon privilégiée avec certaines communes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à en parler à vos élus si vous avez des contacts avec eux. C'est des choses qui peuvent être faites, tout en gardant à l'esprit que le but de l'enquête, on doit s'investir dans cette enquête sur du long terme. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gens pour suivre ça sur le long terme. Voilà. Je vais avancer peut-être 2-3 petites questions qu'on a eues aussi, et puis on va continuer. Au pire, on reprendra d'autres questions après sans problème. En fait, on a déjà abordé certains points. Donc, il y a des gens qui nous ont demandé, voilà, vous vous inquiétez beaucoup de perturber les hérissons, que ce soit l'hiver ou à d'autres moments. Donc, on nous demandait si le fait de donner des croquettes 5 jours, 4 fois dans l'année, ça pouvait perturber son régime alimentaire. Donc, non, ça ne va pas le perturber. Par contre, comme je vous dis, c'est vraiment pas... s'il en mange quelques-unes, c'est pas très grave. Après, l'idée, c'est pas qu'il mange que ça parce que c'est pas adapté. Enfin, ça reste de la nourriture industrielle. Par contre, il faut savoir que les hérissons, c'est des animaux qui peuvent manger beaucoup de choses. Une variété très très importante d'aliments, donc ils peuvent manger à la fois des insectes, des larves, des œufs, alors des œufs, pas forcément des œufs de poule, j'ai vu passer dans la discussion des histoires de poules. Les œufs de poule, c'est très très gros pour les hérissons, généralement ils vont plus avoir tendance à manger des œufs d'oiseaux qui vont nicher au sol, donc des petits œufs qu'il va pouvoir plus facilement avaler. Et des cadavres aussi, parce que le hérisson peut manger un peu tout ce qui lui tombe sous la dent, en fait. Donc, il n'a pas de souci là-dessus. Donc, ce n'est pas quelques croquettes qui vont le déranger. Voilà. Et donc, oui, sur le choix des croquettes. Alors, quand on a lancé l'enquête, en fait, on s'est dit, des croquettes, c'est des croquettes. Pourquoi bon, voilà. Et en fait, en discutant avec nos collègues des centres de soins qui accueillent beaucoup de hérissons au fil, tout au long de l'année, on s'est aperçu que il fallait mieux privilégier les croquettes de poulet.
qui sont mieux digérées, mieux acceptées par le hérisson, et moins celles de bœuf, et encore moins celles de poisson, en fait. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne vous cache pas que je n'ai pas creusé la question, mais voilà, c'est toute l'expérience que peuvent avoir nos collègues de centre de soins, donc je leur fais 100% confiance sur la question. Voilà sur les croquettes. Et la dernière chose, avant de vous relaisser un peu la parole si jamais vous avez d'autres questions, c'est les chats. Alors, vous avez été beaucoup à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des chats? Comment on fait pour que le chat ne vienne pas? Est-ce que le hérisson peut cohabiter avec le chat? Voilà, vraiment plein de questions. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, chat et hérisson, ça cohabite parfaitement. Il n'y a pas de souci. Normalement, ça se passe bien. Le seul risque qu'il y a, c'est le chat avec des portées de très jeunes hérissons. Là, il peut y avoir de la prédation, mais sur des hérissons adultes, il n'y a pas de souci. Après, les chats, si vous avez un chat en visite chez vous, ça n'empêche pas de participer à l'enquête, quand bien même le chat va aller ou essayer d'aller. D'ailleurs, j'en vois un qui est là. Il participe à la réunion. Donc, ils peuvent aller essayer de rentrer dans le tunnel pour manger des croquettes. Ça pose pas de souci s'ils arrivent à rentrer pour plusieurs choses. Déjà, c'est des choses qui ont été envisagées quand on a monté le protocole d'enquête. Donc, on savait pertinemment qu'il y aurait des chats qui allaient rentrer dans le tunnel. Donc voilà, c'est pris en compte, c'est réfléchi par mes collègues. Par contre, ce qui peut être fait, c'est de réduire un petit peu l'entrée du tunnel. Alors, les tunnels qui sont vendus, donc les tunnels triangulaires, limitent un peu plus, hein, j'entends, l'entrée des chats, parce qu'ils sont plus longs et surtout l'entrée est plus petite. Donc, ce qui peut être fait et ce qui a été fait par certains participants, c'est de réduire un petit peu l'entrée du tunnel. Alors attention à pas trop la réduire, mais si vous construisez vous-même le tunnel, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, ce que je vous disais, les petits tunnels avec le petit triangle là. C'est une personne qui a simplement ajouté deux petits champs plats, là, deux petites baguettes, pour refaire un tunnel triangulaire et limiter l'accès aux chats. Après, je ne vous cache pas qu'il y en a certains qui sont pas très gros, qui sont plutôt agiles et qui arrivent à rentrer dedans. Les collègues anglais qui ont mené une étude similaire pendant 20 ans, eux, ils ont carrément eu des empreintes de blaireaux à l'intérieur du tunnel. Donc franchement, les chats arrivent à passer en fait. Mais voilà, c'est vraiment pas grave. Les hérissons restent aussi attirés par l'odeur des croquettes qui restent dans le tunnel, parce qu'il faut savoir que les croquettes sentent vraiment fort. Et des fois, même si le chat est passé avant, le hérisson vient quand même parce qu'il sent toujours cette odeur alléchante de croquettes. Donc, même si vous avez des chats, c'est pas grave, vous pouvez participer. Il n'y aura pas de problème avec le hérisson. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions, Clémence, ou est-ce que je continue sur exactement le déroulé du protocole en détail? J'ai répondu aux questions dans le chat, donc tu peux continuer. Super. Donc, en fait, le tunnel, donc, comme je vous ai dit, il faut le poser 5 nuits de suite, 4 fois dans l'année. Comment ça va se dérouler dans les faits? La première journée, donc, on va aller installer tout le truc. On va installer les feuilles, l'encre, et le soir, on va aller mettre les croquettes. L'idée, c'est de ne pas laisser les croquettes toute la journée parce qu'il y a des chances ou des risques que ce soit quelqu'un d'autre que le hérisson qui vienne le manger, puisque le hérisson est un animal semi-nocturne, donc il va sortir en fin de journée. Si vous laissez les croquettes toute la journée, il y a des chances que les chats, notamment, viennent boulotter les croquettes avant 18 h. Donc, vous mettez les croquettes le soir. Vous laissez faire ce qui peut être fait et le matin, vous venez voir ce qui s'est passé. Donc, chaque matin, c'est de venir relever les feuilles et si jamais vous avez eu la visite d'un hérisson, donc il faut savoir, voilà, vous le voyez là, souvent ils sentent et puis pouf, après ils rentrent dans le tunnel. Voilà, il est rentré. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un hérisson, le matin, vous allez observer des empreintes. Alors, le matin, il y a deux cas de figure, justement. Soit vous avez eu la visite d'un hérisson ou d'autres choses, soit vous n'avez pas eu de visite. S'il n'y a pas d'empreinte, c'est pas grave et c'est bien. Enfin,
c'est décourageant, je comprends, mais s'il n'y a pas d'empreinte, c'est une donnée qui est aussi très, très, très intéressante. Donc, s'il n'y a pas d'empreinte, vous laissez les feuilles en place parce que vous n'allez pas enlever des feuilles vierges pour remettre des feuilles vierges et vous donc remettez en place le dispositif. S'il y a des empreintes, ce que j'espère, il y a plusieurs choses à faire. Donc, c'est déjà récupérer les feuilles. Là, c'est des empreintes de hérisson que vous voyez. Récupérez les feuilles, notez la date quelque part dans un coin. Ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet, si vous ne faites pas la saisie sur le site tout de suite, de vous y retrouver après. Et la petite nouveauté pour ceux qui participent déjà, c'est qu'on demande maintenant de disposer sur les feuilles une pièce de 1 € qui nous permet, nous, d'avoir une échelle pour juger de la taille des empreintes. Donc, on va revenir sur cette pièce. Une fois que vous avez donc les 2 feuilles et la pièce de 1 €, vous faites une photo exactement comme la photo qui est présentée là. Donc, les 2 feuilles, la pièce de 1 € et les 2 feuilles bien côte à côte. C'est ça que vous devrez enregistrer sur le site. Pourquoi la pièce de 1 €? Alors, c'est nouveau. C'est que c'est la pièce qui nous permet d'estimer la taille des empreintes et ainsi de les identifier avec le plus de certitude possible. Parce que là, c'est des empreintes de hérisson, c'est facile. En fait, ça ressemble à des petites mains de bébé potelé, un peu bizarre ce bébé quand même, mais ça ressemble quand même à des petites mains. Et c'est très facile à identifier, il n'y en a pas 2 pareilles en fait. Après, quand on a ce genre de photos, quand on n'a pas déjà la totalité de la feuille, parce que certains participants ne prennent pas en photo toute la feuille, malheureusement, quand on a ce genre d'empreinte, on ne sait pas si c'est du rat ou du micro-mammifère parce qu'on a du mal à juger la taille de l'empreinte. Alors que dès qu'on met la même photo avec la pièce de 1 €, on se rend compte qu'effectivement, c'est du micro-mammifère parce que c'est petit, chose qui est très difficile à juger sans cette pièce. Donc pour le hérisson, c'est assez facile. Pour les autres espèces, parce que dans le tunnel, vous allez avoir plein d'autres espèces qui vont pouvoir passer, rats, micro-mammifères. Alors micro-mammifères, j'entends musaraignes, souris, campagnols, tous les petits trucs avec des dents devant, qui vont pouvoir passer. Des lapins, alors on n'en a pas souvent, mais on peut, des écureuils, des blaireaux, des loirs, voilà, il y a plein des lézards, des empreintes d'oiseaux, c'est vrai qu'on a vu des choses particulières. Donc cette pièce de 1 € nous permet d'avoir cette échelle qui est très importante. Et soit dit en passant, j'en profite parce qu'on se dit qu'est-ce qui passe dans le tunnel, donc des loirs, des blaireaux, plein de choses. Mais là, vous voyez sur les feuilles à droite, là, il y a des gens qui nous posent la question, des fois, en fait, les feuilles, elles sont grignotées. Certaines sont vraiment très, très grignotées en une nuit même. Il faut savoir que ces traces-là, vous le savez peut-être, c'est des traces de limaces, généralement, ou d'escargots qui viennent manger le papier. Donc il y a on a des photos des fois où en fait ça doit être dans des zones où il y a beaucoup d'escargots ou de limaces et pas assez de hérissons de toute évidence, où toutes les empreintes sont mangées, donc je pense qu'elles mangent en plus l'encre et l'huile. Donc c'est pour l'anecdote, on a des trucs un peu particuliers des fois. Donc voilà, donc cette pièce de 1 € qui est importante pour avoir la taille des empreintes. Une fois que vous avez donc fait la photo, mis la pièce de 1 €, l'idée après c'est de savoir c'était qui est passé. Quelle est cette espèce? Comme je vous ai dit, il y a pas mal d'espèces qui peuvent passer. Donc, on a mis en place un guide. Donc, il existe ce guide-là. C'est le guide, ce que je vous disais tout à l'heure, virtuel, ou je ne sais pas comment dire. C'est des empreintes qui ont été dessinées. Et il y a un autre guide qui a été fait plus tard, une fois qu'on a eu pas mal de ressources photos, avec des vraies empreintes sur encre. Donc, ce guide-là et le guide en ligne vous permettent d'essayer d'identifier l'espèce à laquelle appartiennent les empreintes que vous avez collectées. Le plus important, c'est de repérer celle de hérisson, mais les autres sont importantes aussi. Et vous allez voir que sur le site, il y a des gens qui seront là pour vous aider aussi et pour valider vos observations. Donc, même si vous avez des doutes, c'est pas grave, on va s'en sortir. Donc, il y a ce petit guide qui est là pour vous aider.
La deuxième chose, donc je vous en ai déjà parlé, c'est en fait, si vous n'avez pas d'empreinte, si vous avez ce qu'on appelle des données nulles ou des données vides, c'est-à-dire juste des feuilles vides, il faut vraiment aller enregistrer ces observations aussi. C'est primordial parce que si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, en fait, on va suivre des lieux et on va voir si au fil du temps, le hérisson est présent, s'il disparaît ou s'il apparaît. Donc, imaginez que pendant 3 fois, vous avez du hérisson et la 4e fois, vous posez le tunnel et en fait, il n'y a pas d'empreinte de hérisson. Si vous ne saisissez pas ces données-là, vous n'avez pas d'empreinte de hérisson, ça, nous, on saura, enfin, on se dira, bah tiens, on ne sait pas, en fait, ils n'ont pas participé. Ou, voilà. Alors que si vous saisissez ces données vides, on saura qu'il y avait du hérisson et que là, il n'y en a plus. Et si, au bout d'un an, il n'y en a vraiment plus, ça voudra dire que en fait, le hérisson a disparu de cette zone, au moins provisoirement. Donc, il faut vraiment enregistrer ces données vides. Elles ont autant d'importance que les autres, même si elles sont décourageantes pour les personnes qui, des fois, n'ont que ça pendant 2 ou 3 suivis. C'est important de les noter quand même. Donc, voilà pour les empreintes vides. Et après, pour les empreintes, enfin, pour les feuilles avec empreinte, l'idée, c'est qu'une fois que vous allez être sur le site, vous allez donc enregistrer votre lieu de pause. Vous allez enregistrer votre jardin ou votre coin de nature, nous dire un petit peu plus sur cet endroit, est-ce qu'il est clôturé, enfin plein de choses. Et après, vous allez devoir saisir cette photo et identifier les espèces présentes. Donc là, vous voyez à droite, en fait, il y a plein d'empreintes. L'idée, c'est pas de toutes les identifier. L'idée, c'est vraiment de choisir la plus belle, de cliquer dessus et de dire ce que vous pensez que c'est comme espèce. Donc, en l'occurrence, du hérisson. Et là, il y a du chat aussi. On ne va pas identifier toutes les empreintes, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a vu qu'il y a un hérisson, il y a un hérisson. Puisque je le rappelle, le but de l'enquête, ce n'est pas de compter les hérissons, c'est de savoir comment ils se portent, comment la population évolue au fil du temps. Donc, on ne peut pas, je crois que j'ai vu passer des petites infos là-dessus sur le chat, en fait, on ne peut pas différencier les hérissons en fonction des empreintes. On considère que là, il y a du hérisson, on ne sait pas s'il y en a 1, 2, 3 ou 12 qui sont passés dans la nuit. Il y en a un seul. Enfin, un seul. Pour nous, c'est une donnée hérisson présent. Voilà. Voilà. Et par contre, donc, sur la prise de photo, donc, on demande à faire attention à bien prendre une photo de ce type-là, c'est-à-dire les 2 feuilles ensemble. Alors, la pièce de 1 € a disparu là parce que cette photo a été faite avant qu'on rajoute la pièce de 1 €. Et de ne pas prendre de photos comme ça. En fait, de bien charger la photo sur l'ensemble de la zone dédiée, de ne pas prendre de photos comme ça aussi, c'est-à-dire de bien mettre les 2 feuilles côte à côte dans la zone dédiée à la photo pour que nous, derrière, voilà, ne pas mettre comme ça non plus, ne pas tourner. C'est pas grave si l'empreinte n'est pas exactement au centre d'un carré. Nous, on verra la totalité de la feuille, donc c'est vraiment pas important. L'idée, c'est vraiment voilà, bien carré, bien rectangulaire, avec le moins de bords possible et de la meilleure qualité possible. Voilà. Pour le tunnel, alors soit Clémence, on peut prendre quelques questions et puis après on en reviendra parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur la météo. Donc on y répondra juste après. Alors j'ai répondu à pas mal de questions dans le chat, donc je pense que... Et après, s'il y en a quelques-unes qui sont un peu pertinentes pour tout le monde n'a pas forcément vu le chat, donc n'hésite pas à en redire une ou deux. Alors, on en était... Alors, quelqu'un nous a demandé si, en fait, s'il y avait d'autres empreintes d'animaux, si ça posait problème. Non, pas du tout. Au contraire, on espère que qu'on aura peut-être d'autres empreintes d'animaux et que ça permettra d'alimenter d'autres informations sur ces animaux-là. En fait, c'est pas le but de l'enquête, mais c'est j'allais dire, c'est pas un dommage collatéral, non, c'est un avantage collatéral. En fait, ça nous permet de collecter des données sur ces espèces-là. Donc, si on a de la fouine, si on a de la belette, c'est intéressant aussi. C'est des données que nous, on saisira par ailleurs sur d'autres bases. Donc non, c'est pas grave du tout, au contraire. Alors, pas d'autres questions à ce stade-là, en fait. Ok. Bah, du coup, on va parler météo. En plus, avec ce qui s'annonce dans les jours à venir, ce sera pertinent, je pense. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent si, en fait, il faut prendre en compte la météo pour poser son tunnel. Est-ce qu'on peut poser le tunnel s'il pleut, s'il y a du vent, s'il y a de la neige, s'il y a... Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on peut totalement s'affranchir de la météo.
Il n'y a pas de souci. Pour nous, en tout cas. Les scientifiques, quand ils analysent les données, ils ont accès à toutes les données de Météo France, enfin Météo France ou pas Météo France d'ailleurs, je sais pas, toutes les données météorologiques, et ils savent exactement tel jour il y a eu de la pluie, du vent à tel endroit. Donc ça, c'est des choses qui seront prises en compte dans les analyses. Il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez éviter une période de pluie, eh ben, vous pouvez choisir en fonction de la météo, plutôt que de poser votre tunnel la semaine 12, bah, vous allez le poser la semaine 13 parce que la semaine 12, il fait moche. Ça, c'est possible. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est que si vous commencez à poser votre tunnel et qu'au bout de 2 jours, il se met à pleuvoir, bah, vous n'allez pas arrêter et reposer le tunnel après, même s'il pleut. L'idée, c'est vraiment, on le pose 5 nuits de suite et on ne s'arrête pas en fait. Ces 5 nuits sont importantes parce que si on arrête avant 5 nuits, les données sont perdues et ne sont pas utiles. Donc ce serait bien dommage d'avoir participé et que derrière on n'utilise pas vos données. Donc vous pouvez choisir, si vous savez qu'il va pleuvoir, de ne pas poser le tunnel, mais par contre s'il pleut pendant que vous avez posé le tunnel, bah, c'est pas grave, les feuilles seront un petit peu mouillées. Voilà. Et donc, on va en profiter parce qu'en fait, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui nous parlait de naturaliste. Donc, il y a beaucoup de questions. Je les ai même pas toutes mises parce qu'il y en avait beaucoup trop, de personnes qui nous demandent si on est obligé d'avoir un tunnel pour participer à l'enquête, si on peut saisir des photos ou des vidéos de hérissons prises dans son jardin ou ailleurs, qui nous demandent pourquoi mettre un tunnel alors qu'en fait, ces personnes savent pertinemment qu'elles ont du hérisson à côté de chez elles. Donc, pour toutes ces personnes-là, je comprends votre frustration à ne pas pouvoir participer à cette enquête, mais il faut savoir donc que dans le cadre de cette enquête, avec le but qu'elle a, les seules données que nous pouvons prendre en compte pour nos analyses, ce sont les données collectées dans le cadre de ce protocole. Donc, à savoir, on pose un tunnel 5 jours, 4 fois dans l'année, pendant 10 ans. 3, 4, 5 ans, enfin voilà. C'est le protocole. Après, pour toutes les personnes qui ne veulent pas prendre part à cette enquête, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez aller saisir sans problème vos observations sur d'autres bases de données, donc ce qu'on appelle des observations opportunistes, c'est-à-dire vous avez vu un hérisson tel jour, à telle heure, à tel endroit, sur d'autres bases, donc par exemple Faune France, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai mis le lien là et Clémence pourra vous le remettre dans le chat. C'est donc une base de données dans laquelle vous allez pouvoir aller saisir vos observations de hérissons. Donc il n'y a pas de souci, ça, le petit visuel qu'il y a là, c'est les observations de hérissons enregistrées l'année dernière sur Faune France. Donc vivants et morts. Il y a aussi pas mal de hérissons malheureusement décédés sur cette base. Donc vous pouvez les enregistrer sans problème. Bien au contraire, allez-y. Mon collègue qui gère Faune France sera content d'avoir d'autres données de hérissons. Par contre, nous, dans le cadre de l'enquête, on a vraiment besoin que ce soit uniquement des données collectées avec ce protocole. Parce que pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut que, comment vous dire, que ce protocole soit reproduit de manière identique dans plein d'endroits différents. Si on commence à prendre une donnée, là j'ai vu un hérisson, là j'en ai vu, déjà le souci qu'on aura, c'est qu'on ne saura pas là où on n'en a pas vu. On ne saura pas faire la différence entre j'ai regardé et je n'ai pas vu de hérisson ou j'ai juste pas regardé en fait. L'avantage du tunnel, c'est que pendant 5 nuits, il nous permet de savoir exactement, il a été posé, il y a eu des hérissons, il a été posé, il n'y a pas eu de hérisson. Donc au moins, on sait, c'est oui ou non. Si les gens si vous saisissez juste des observations de j'ai vu un hérisson, c'est très bien, mais pas dans ce protocole-là, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller sur Faune France. Vous aurez la possibilité de saisir plein de choses. Pas que des hérissons, d'ailleurs, si vous voulez. Il y a tout plein d'autres animaux également que vous avez vus dans votre jardin ou ailleurs. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur cette base. C'est sans problème. Mon collègue sera content. Donc, voilà. Voilà pour ça. On va parler un petit peu du site après. Donc Clément, s'il y a d'autres questions sur le protocole, je veux bien qu'on s'en charge maintenant. Comme ça, après, ce sera bon. Clémence. Question, mais pas forcément en lien avec le protocole. Vas-y. On nous demande si on travaille avec FNE pour la déclaration des observations de hérissons.
Non, on ne travaille pas avec cette enquête sur FNE parce qu'on a un protocole vraiment particulier en fait. Donc non, il n'y a pas de... Voilà, ils ont été informés de l'enquête, mais eux, ils ont un protocole qui est différent aussi, qui n'a pas forcément le même but. Donc non, pas de lien particulier avec FNE en tout cas. Quelles sont les régions couvertes par l'enquête? Pardon, non, c'est les régions couvertes par l'enquête. Toutes, sauf les Outre-mer parce qu'il n'y a pas forcément de hérissons là-bas, enfin pas celui-là en tout cas. Donc toutes les régions sont concernées, vous pouvez poser partout. Après, on vous montrera un petit peu après les premiers résultats. Alors c'est du très descriptif parce que ça fait 1 an et demi que l'enquête existe, donc ce sera juste pour vous montrer un petit peu où sont posés les tunnels et tout ça. Mais vous pouvez participer vraiment partout, et même si vous n'avez pas de jardin, en fait, vous pouvez aller participer n'importe où ailleurs. Donc c'est ouvert vraiment à tout le monde, et à la ville comme à la campagne, hein, je précise bien, puisqu'on n'en a pas parlé, mais le hérisson est beaucoup plus présent en milieu rural en ce moment, enfin en milieu urbain, pardon, je dis des bêtises. Donc vous pouvez participer aussi à la ville, vraiment partout. Tout est ouvert, allez-y. Je crois que c'est tout pour les questions. Ok. Ah non, pardon. Une petite question. Existe-t-il un panneau indicatif en dehors de celui collé sur le tunnel dans le style de refuge LPO, indiquant l'enquête sur le site? Non, il y a le panneau à coller sur le tunnel, effectivement. Alors, il existe, il peut être imprimé, il existe sous un autre format, mais on n'a pas fait de panneau. Non, effectivement, c'était pas prévu, en tout cas pas pour les particuliers. C'est des choses qui ont été en réflexion avec les professionnels, notamment qui peuvent poser des tunnels dans des jardins publics, par exemple, pour informer les citoyens. Par contre, c'est toujours à double tranchant, en fait. Si on met le panneau, il y a plus de chances que le tunnel disparaisse. Donc voilà, c'est à l'appréciation de chacun, malheureusement. Il y a des gens qui ont construit leur panneau tout seuls. J'en ai vu tout à l'heure quand j'ai fait défiler les différents types de tunnels. Il y a des gens qui ont fait carrément des panneaux qu'ils ont mis à côté. Donc c'est top. Mais nous, on l'a pas fait en fait. Alors, il y a une dernière question. Est-ce que certains endroits du jardin, alors c'est plus en relation avec ce qu'on a dit avant, c'est sur le positionnement du tunnel dans le jardin, en fait. Savoir s'il y a des endroits plus propices que d'autres. Propices, ouais. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaut mieux les structures linéaires, le long de structures linéaires. Donc, si vous avez une clôture, le long de la clôture, c'est pas mal. Si vous avez une haie, le long de la haie, c'est pas mal. Si vous avez un portail, vous pouvez poser le long du portail, ou le long de la terrasse, ou le long de quelque chose, en fait. N'allez pas le poser au milieu de la pelouse parce que c'est pas un endroit propice au déplacement du hérisson. Il va trouver plus difficilement le tunnel s'il y a du hérisson, il va le trouver plus difficilement. Mais vraiment le long de quelque chose, en fait. Une haie, voilà, je sais pas, une allée, le long d'une allée, si vous avez une allée dans le jardin, par exemple, c'est vraiment les zones privilégiées par les animaux pour se déplacer. Même si vous avez une petite bande enherbée, donc un endroit où vous tondez pas, ou qui est laissé un petit peu en friche, ce qui est très bien par ailleurs. Essayez de le poser le long de cet endroit-là, à côté du compost, si vous avez un compost à ciel ouvert, pas les composts fermés, parce que là, les hérissons n'ont pas accès, mais ou à côté d'un tas de, si vous avez des tas de feuilles, des tas de branchages, voilà, il ne faut pas hésiter à les poser le long de ces structures-là. Voilà. C'est bon? Je crois que c'est tout au niveau des questions, oui. Ok, et donc on va continuer. Donc, ce que je vous disais, alors on ne va pas rentrer dans le détail du site parce que, je vous en parlerai un petit peu, mais en fait, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez donc posé votre tunnel, identifié les empreintes, pris les photos et que vous avez chargé la photo sur le site, l'idée, c'est que c'est un site qui est collaboratif. Donc, c'est-à-dire que pour valider les données, c'est pas nous, donc Clémence, moi ou mes collègues, qui allons valider les données en priorité. C'est chacun d'entre vous, donc tous les participants, qui vont aider à valider les données des autres participants. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 3 empreintes validées, donc c'est-à-dire vous postez une empreinte, vous dites « ça, c'est du hérisson ». 3 personnes viennent dire « oui, c'est du hérisson, oui, c'est du hérisson, oui, c'est du hérisson ». La donnée est définitivement validée. Par contre, vous avez mis hérisson et il y a une personne qui dit « non, ça ne ressemble pas à du hérisson, c'est plutôt du rat ».
Donc, elle va vous suggérer une autre identification. Elle va dire, ah, je pense que c'est du rat. Et donc, vous avez possibilité de revenir, de vérifier un petit peu ce qu'on vous a dit et d'accepter, par exemple, la réidentification ou de ne pas l'accepter, en fait, ça tout dépendra. Et ce que vous pouvez faire aussi, donc vous, c'est aller identifier ou aider les autres à identifier leurs empreintes. Il y a des gens qui saisissent des observations en mettant « je ne sais pas », parce qu'ils ne savent pas de quelle espèce il s'agit et du coup, ils vont recevoir des suggestions d'espèces. Donc nous, avec Clémence et mes collègues, on vient aussi suggérer, échanger, proposer des corrections, mais c'est à vous de corriger vos données, de réidentifier vos données et d'aider les autres participants. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà, c'est vraiment collaboratif jusqu'à la saisie des données. Donc voilà sur les données sur l'enquête. Donc juste pour vous récapituler quelques petites choses que je vous ai déjà dit 14 fois. Il s'agit donc d'un protocole scientifique qu'il faut suivre à la lettre, sinon les données ne seront pas valables, ce qui est bien dommage si vous vous investissez sur plusieurs années, parce que l'idée, c'est de s'investir sur plusieurs années. Nos collègues anglais ont fait une étude de la sorte, à peu près similaire, un peu plus poussée, pendant 20 ans, partout en Angleterre. Donc l'idée, ce n'est pas de participer pendant 1 an ou une seule fois. Ça n'a malheureusement pas d'intérêt, puisque l'idée, c'est vraiment de faire cet indicatif, donc savoir comment il se porte au fil des années. Donc l'enquête va durer 5, 10, 20 ans s'il y a des vocations. Donc voilà, c'est sur plusieurs années. Le but de l'enquête, ce n'est pas d'avoir du hérisson dans le tunnel. Les données nulles, c'est pas un bon terme, mais les données nulles sans empreinte sont des données très importantes qui doivent être enregistrées. Donc toutes les données doivent être enregistrées, c'est ce que je viens de vous dire. Le tunnel peut être posé partout où vous voulez, dans un jardin, dans la nature, dans une cour d'école. J'en ai pas parlé, mais on a des enseignants qui participent avec les élèves. Ça marche très, très bien avec les enfants dans les cours d'école. Et en plus, ils peuvent participer toute l'année, sur plusieurs années, donc c'est top. Le protocole ne doit pas être mis en œuvre que lorsqu'on sait qu'il y a du hérisson. En fait, il doit vraiment être mis en œuvre partout. Il ne faut pas se limiter à « j'ai vu un hérisson, je peux participer ». Non, non, bien au contraire, allez prospecter d'autres lieux que vous ne connaissez pas. Oui, la participation sur le long terme est importante. Il ne faut pas arrêter le protocole. Jamais, jamais, il ne faut pas arrêter si on n'a pas d'empreinte. C'est décourageant, mais on n'arrête pas, on continue et peut-être que la fois d'après, il y aura du hérisson, on ne sait pas. L'idée, c'est vraiment de continuer à participer. On ne déplace pas le tunnel, donc ça, je vous l'ai déjà dit. On peut le déplacer d'1 mètre ou 2, mais c'est tout. Il faut se doter d'un tunnel pour participer. Les données opportunistes, donc comme je vous ai dit, peuvent être enregistrées sur Fun France, donc allez-y, il n'y a pas de souci. L'appât ne peut pas être remplacé, pas de verre de farine, pas de cacahuètes. Et on ne nourrit pas les hérissons entre les sessions de pause, car cela peut créer des faux résultats, malheureusement. Donc, il faut s'engager à essayer de respecter le protocole pour que ça puisse être, que les données puissent être utilisées de façon optimale. Voilà pour le protocole, le tunnel, la construction, tout ça. Il nous reste 20 minutes. On va parler un petit peu du site, mais vraiment rapidement. Et après, je vous montrerai les premiers résultats, mais alors vraiment, c'est du descriptif. Donc voilà, vous imaginez bien qu'en 1 an et demi de données, on n'a pas fait un indicateur déjà d'état de santé du hérisson. S'il y a des questions, Clémence, je veux bien en prendre quelques-unes et puis après, on continuera. Alors, il y avait une question, faut-il privilégier une première pause au printemps ou est-ce que ça n'a pas d'importance? Donc j'ai répondu dans le chat, mais voilà. Ça n'a pas d'importance en fait. Vous pouvez participer quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commencer maintenant. Vous n'aurez peut-être pas de hérisson, mais au moins vous serez rodé pour le printemps. Vous pourrez vous préparer. Après, on a du hérisson. Je suis allée voir ce matin sur le site, il y a toujours du hérisson, honnêtement. Oui. Et ce n'est pas des bébés. C'est des grosses patounes, donc il y en a encore. Oui. Alors, dans quelle région trouve-t-on le plus de hérissons?
Partout, en fait. Il y a du hérisson partout, à l'exception des hautes altitudes. Il y a pas de région en particulier. Dans chaque région, il est présent à peu près partout. Ce que je vous disais, c'est que maintenant, il est plus présent en zone urbaine, périurbaine que en zone rurale, pour 3 raisons, notamment en zone rurale, enfin en zone urbaine, il y a plus d'endroits où gîter, il y a plus de haies, il y a plus de tas de branches, il y a plus de choses comme ça. Il y a plus de proies, il y a plus de nourriture. L'interdiction en plus des produits chimiques dans les jardins fait qu'il y a beaucoup plus de ressources alimentaires maintenant dans les jardins que dans les champs. Et surtout, il y a beaucoup moins de blaireaux, puisque le premier prédateur du hérisson, c'est le blaireau. Et les blaireaux s'approchent beaucoup moins des zones urbaines. Et donc, les gradients de présence sont vraiment opposés. En fait, le blaireau est de moins en moins présent plus on s'approche des villes. Et le hérisson, à l'inverse, est de plus en plus présent plus on s'approche des villes. Voilà. Clémence, encore un petit... Mais non, que peut-on faire pour le protéger? Oui, bah ça, c'est du coup, Alors, je te laisse répondre. Ouais. Bah, on y reviendra si on a un petit Ouais. peu de temps à la fin. Là, on va juste finir avec l'enquête. Si jamais on a un peu de temps, on pourra prendre quelques questions sur ce sujet. Mais pour l'instant, on va juste continuer avec l'enquête. Donc, ce que je vous disais, c'est que le site, donc ça, c'est l'adresse du site. Donc, je laisse Clémence, je pense que tu l'as déjà partagé, mais voilà, le remettre dans le chat. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a plein de choses dessus. Il y a à la fois la partie enquête, mais il y a aussi plein de conseils. Que faire dans son jardin, justement, pour accueillir le hérisson, pour le protéger. Que faire si je croise un hérisson. Il y a vraiment plein de choses sur ce site. Donc, n'hésitez pas à y aller. Il ressemble à ça. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous montrer vite fait à ceux qui ne le connaissent pas. En fait, c'est important, ce que je vous disais, de revenir sur le site de temps en temps, parce que vous allez avoir des suggestions de réidentification ou des données validées ou des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de revenir de temps en temps pour voir si vos observations ont été vues, ont été validées, ou si on pense que vous vous êtes peut-être trompé. Et dans ce cas-là, corrigez vos observations. Donc voilà, si vous avez des suggestions, il ne faut pas hésiter. Et vous voyez, il y a un petit compteur de validation. En fait, donc au bout de 3 données valides, enfin de 3 validations, vos données sont définitivement validées. Une fois qu'elle est définitivement validée, elle est définitivement validée. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de ne valider que les observations dont ils sont certains. Et en fait, c'est ce qui se passe. Au début, on s'inquiétait un petit peu en se disant « Oh là là, j'espère que les participants ne vont pas valider n'importe quoi ». Mais en fait, pas du tout. Voilà, les participants font du très bon travail de validation. Et dès qu'il y a un doute, les données ne sont pas validées ou des échanges se mettent en place pour discuter. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Et si parmi vous, il y a des participants qui participent à la validation, vraiment merci, parce que ça fonctionne vraiment du tonnerre. Les données de hérisson, elles sont validées des fois en quelques minutes. Enfin, le temps que nous on y aille, elles sont déjà validées. Donc voilà, c'est vraiment top en fait. Voilà, sur le site, je ne m'appesantis pas plus que ça. Pour les gens qui ont déjà participé au site, on a eu quelques soucis au début qui ont été réglés. Maintenant, il y a eu des soucis dans la qualité des photos, il y a eu des choses comme ça. C'est des choses qui ont été réglées. Si vous avez été confronté à ce problème, je m'en excuse. Sachez que dans tous les cas, si vous avez le moindre souci, on vous donnera une adresse mail à laquelle envoyer toutes vos questions, vos problèmes. Enfin, avec Clémence et moi, on est là derrière et puis on essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible, même si des fois c'est un peu long. On s'en excuse. Donc voilà sur le site. Après, il y a eu plein de questions un peu pêle-mêle que j'ai repris là, notamment sur les résultats. On nous a beaucoup demandé quels sont les résultats. Alors, comme je vous disais, au bout, donc l'enquête a été lancée en juillet 2020 et on a fait un premier c'est même pas une analyse, mais on a regardé pour la première fois les données en début d'année 2021 et on ne l'a pas refait depuis. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a fait en fait en février de cette année. Donc, pour l'instant, et même si j'avais refait une analyse maintenant, en fait, on n'aurait pas eu un indicateur de l'évolution de l'état de santé du hérisson. Il va nous falloir au moins 3, 4, 5 ans
de données pour faire ce genre de choses, malheureusement. Les Anglais, pour information, ont fait ce travail sur 20 ans et c'est au bout de 20 ans, donc c'est l'année dernière, qu'ils ont réussi à faire classer le hérisson comme espèce en danger en Angleterre. Et donc, ça entraîne derrière plein de mesures de protection qui sont plus importantes, un poids plus important pour défendre l'espèce. Donc nous, on espère en arriver là. Par contre, je vois passer les messages qui disent que c'est décourageant. Ben oui, mais malheureusement, c'est pas du jour au lendemain où on arrive à avoir des informations comme ça. C'est très difficile, surtout sur une espèce qui est présente partout. Limite, ça va être plus facile de compter des espèces qui sont vraiment très, très limitées en termes de répartition géographique et en termes de population, parce qu'on va savoir vraiment que, en fait, là, l'année dernière, il y en avait 25 et cette année, il n'y en a plus que 3. Le hérisson, on n'en est pas encore là, heureusement. Et donc, c'est vrai que pour avoir des données chiffrées, ça va être plus long. Et non, on n'attendra pas 20 ans avant d'agir. On agit au quotidien pour le hérisson. On intervient sur plein de choses, que ce soit de manière juridique, en sensibilisation, en animation, en travail avec les communes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de communes qui maintenant intègrent dans leur PLU, dans leurs plans locaux d'urbanisme, des passages à petite faune entre les clôtures, enfin des clôtures permettant le passage de la petite faune. On ne sait pas parce qu'on n'a pas ces données-là qu'on ne fait rien. Mais quand on aura ces données-là, on pourra faire plus. C'est ça surtout l'important. Et si quelqu'un a une autre manière d'avoir ces chiffres-là plus vite, honnêtement, contactez-moi. Je suis preneuse de l'information sans problème. Donc voilà. Et donc là, sur les premiers tunnels qui ont été posés, donc ça c'est sur l'année dernière, début d'année, en fait actuellement en termes de participants, on est à 1400 participants et quasiment 10 000 empreintes collectées. Et on voit qu'il y a des tunnels un petit peu partout. En fait, il y a une grosse concentration à Paris, en Île-de-France, notamment parce qu'on a des partenaires qui travaillent en Île-de-France sur cette enquête. C'est notamment nos collègues de l'ARD qui travaillent sur les cimetières d'Île-de-France. Et on a des tunnels qui sont en zone, qui sont à la fois dans les jardins et pas dans les jardins. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous a rassurés quand on a commencé à regarder les données. Il n'y a pas que du jardin. On sait que les gens participent plus facilement chez eux. Ce qu'on comprend, parce que quand il faut aller relever des feuilles peut-être à 8 ou 9 heures du matin, on n'a pas envie d'aller à 3 km pour le faire, ce qui est normal. Mais il y a vraiment, il y en a partout, donc on est content. Et sur les premières analyses vraiment très, très descriptives, on s'aperçoit que les données sont cohérentes et sont surtout cohérentes avec ce qu'on sait du hérisson. Donc, c'est un premier indice qui nous fait dire « Ok, ça marche ». Les données sont logiques, parce que si on avait eu des trucs totalement aberrants, on se serait posé des questions honnêtement. Et là, on s'aperçoit que notamment les tunnels qui détectent le plus de hérissons sont les tunnels qui sont placés en zone urbaine ou périurbaine, qui est vraiment Je vois passer les messages en même temps, je m'excuserai. Il faut motiver les Corses, j'ai vu passer. Donc, c'est les tunnels qui sont en zone urbaine ou périurbaine, ce qui est logique, donc ça nous rassure. Et en fait, les tunnels qui sont en zone forestière, c'est les tunnels qui proportionnellement détectent le moins de hérissons. Et c'est tout à fait logique parce que les zones forestières, ce n'est pas les zones de prédilection du hérisson. Mais voilà, on a quand même des tunnels qui sont posés dans une variété de milieux importante. Donc ça, c'est vraiment top. Et on espère que là, on va refaire des analyses en février. Et on espère qu'il y aura encore plus de tunnels en zone non jardin, on va dire, parce que c'est important. Donc voilà, on est vraiment content, honnêtement, de voir comment ça se déroule. Alors, je comprends que ce soit frustrant de ne pas avoir des données au bout d'un an, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas les avoir pour l'instant. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est qu'il y a 60% des tunnels qui ont détecté du hérisson. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des tunnels qui n'ont pas détecté de hérisson. Donc ça aussi, c'est important. On voit que les participants jouent le jeu et ne posent pas les tunnels que dans des zones où il y a du hérisson. Donc c'est top. Vraiment, on est content que les gens se soient pris au jeu, qu'ils aient compris le protocole, la rigueur scientifique, même s'il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est normal. Et on est là pour répondre à toutes les questions. Donc, il ne faut pas hésiter à nous écrire quand vous avez des doutes, des questionnements, des choses comme ça.
Voilà, et donc sur le pêle-mêle de questions, parce que honnêtement, on en a eu beaucoup. Il y a une question qui dit: «Je n'ai récolté que des traces de chat alors que j'ai déjà observé des hérissons dans mon jardin, parfois même des jeunes. Et donc, y a-t-il une période de préférence pour poser le piège?» Donc non, il n'y a pas de période de préférence. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'une fois on pose le tunnel et qu'il n'y a pas d'empreinte de hérisson, alors qu'on sait qu'il y a du hérisson, qu'on faut se dire que ça ne fonctionne pas. En fait, l'idée, c'est de participer plusieurs fois. Et donc, statistiquement, on aura des empreintes de hérisson à un moment si le hérisson est présent. On sait que ça va arriver, c'est pour ça qu'on demande de le poser 4 fois dans l'année. Donc, des fois, il y a des gens qui voient du hérisson et disent « mais il ne rentre pas dans le tunnel, en fait. Comment on le fait rentrer dedans ?» Il faut le laisser, il va rentrer tout seul, il va s'habituer au bout d'un moment, il n'y a pas de souci. Et on nous a demandé quand l'enquête serait reconduite, mais l'enquête ne s'arrête jamais. Donc, toute l'année, depuis juin 2020, vous pouvez participer, l'enquête ne s'arrête pas, même l'hiver, elle ne s'arrête pas. Donc, voilà. Il y a des petites anecdotes aussi qui sont arrivées. J'ai un animal qui a réussi à manger les croquettes au milieu du tunnel et à ne pas laisser de traces. Comment cela est possible? Donc oui, ça arrive. Ça pose question des fois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de cas, c'est très peu probable que ce soit du hérisson, parce que ceux qui ont déjà participé et qui ont eu du hérisson, alors pas tous, mais souvent, en fait, vous m'excuserez du terme, mais c'est un peu des gros dégueulasses, parce que ils mettent souvent de l'encre partout. On dirait qu'ils se sont roulés dans la boue, enfin des fois, ils en mettent partout. Donc c'est très rare qu'un hérisson arrive à rentrer dans un tunnel sans en mettre partout. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est des petits mammifères, des micro-mammifères qui, on a vu des vidéos, arrivent à rentrer en sautant. Enfin, c'est vrai que ça bondit, vont attraper une croquette et repartent de la même manière. Et du coup, ils ne font pas du tout de traces et en 2 heures, ils ont vidé les 10 croquettes. Donc, c'est pas le hérisson dans ce genre de cas. Donc, une autre question, comment distinguer les empreintes pour savoir combien d'individus il y a? On ne peut pas. Et ce n'est pas le but de l'enquête. Même si des fois, c'est vrai, on voit des petites empreintes et on se dit c'est des petits hérissons, on ne peut pas savoir. Donc voilà, on fera pas la distinction. Par contre, j'ai vu qu'il y avait eu des discussions dans le chat sur cette question. En fait, souvent, on confond les empreintes de hérissons ou de petits hérissons avec des empreintes de rats. Les pattes avant peuvent porter à confusion. Par contre, il faut savoir que les empreintes de rat sont différentes parce que le rat n'a pas les mêmes empreintes à l'avant et à l'arrière, chose que le hérisson a, c'est-à-dire que sur le hérisson, c'est exactement la même trace approximativement, qui sera faite par la patte avant et la patte arrière. Le rat, ce sera bien différent, donc tout est expliqué dans le guide. Il y a vraiment un focus rat-hérisson pour faire la distinction parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes aux participants. Donc c'est normal de se poser cette question-là. Mais voilà, on ne peut pas distinguer les traces de hérisson, ça c'est à retenir. Voilà, moi j'ai fini. J'ai juste une dernière diapositive à vous présenter sur comment on peut aider le hérisson chez soi. C'est très, très large. Donc, s'il y a quelques questions, on les prend maintenant. Et puis après, on va à la soupe. Alors oui, il y a des questions, notamment une. Initialement, il était demandé de poser le tunnel après, toutes les 6 semaines et non 4 fois par an. Pourquoi ? Oui, alors, c'est toujours possible de le poser toutes les 6 semaines. Après, on ne veut pas contraindre les gens. Il y a des personnes qui le posent systématiquement toutes les 6 semaines. Vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire. Ce qu'on se dit maintenant, c'est qu'une fois toutes les saisons, c'est pas mal. C'est pas contraignant pour les participants. C'est surtout une consigne plus claire que toutes les 6 semaines. Et pourquoi ces 6 semaines, en fait? On peut se dire pourquoi on s'était dit 6 semaines, en fait. Quand on a designé le protocole avec nos collègues vraiment scientifiques, on s'est dit combien de fois par an on pose le tunnel? On s'est posé cette question, il n'y a pas de réponse juste ou fausse. En fait, on a vraiment réfléchi. Et l'idée, c'est de ne pas poser le tunnel en continu, par exemple. Pourquoi pas le poser toute l'année en continu? Là, on s'est dit non, c'est pas possible parce que là, ça va faire comme le nourrissage. C'est-à-dire que ça va attirer artificiellement le hérisson toute l'année à un endroit. Et du coup, les résultats ne seront absolument pas représentatifs de la réalité puisque ce sera de l'attrait artificiel. Et donc, on s'est dit,
une seule fois par an. Et donc là, moi, je me suis dit, mais non, les participants, en fait, une seule fois par an, eux, ça va pas leur convenir, ils vont vouloir le faire plus. Et donc, en y réfléchissant, on s'est dit, bah, toutes les 6 semaines, c'est pas mal, parce que ça permet de le faire suffisamment de fois dans l'année pour avoir des données sur toute l'année, et surtout de laisser le hérisson se déshabituer de cette zone de nourrissage, en fait. D'une fois sur l'autre, au bout de 6 semaines, il va oublier qu'il y avait des croquettes là, en fait. Donc, il ne va pas venir artificiellement. C'est au gré de ses déambulations nocturnes qu'il va tomber sur les croquettes et puis il va dire, ah ben tiens, il y a un tunnel, je rentre, enfin, qu'est-ce qu'il veut. Mais ça va être naturel, alors que si on met tout à la suite, il va venir artificiellement. Donc, on s'est dit, en y réfléchissant, on s'était dit 6 semaines, c'est vraiment top. Et honnêtement, on voit avec le temps que les gens ne participent pas toutes les 6 semaines, parce que c'est quand même contraignant. Et donc, une fois toutes les saisons, c'est vraiment, franchement, si tous les participants font une fois toutes les saisons pendant 10 ans, ce sera extraordinaire. Donc c'est vraiment top. Voilà. Alors, on a une question qui est revenue plusieurs fois. En fait, j'ai répondu dans le chat, mais la personne n'a peut-être pas vu. C'est sur les haies fruitières. Est-ce que les hérissons apprécient les haies fruitières? Est-ce qu'il faut poser le tunnel, du coup, le long de cette haie fruitière? Et fruitière ou pas fruitière, il n'y a pas forcément d'impact là-dessus. Le long d'une haie, donc comme je disais, c'est bien. Après, sur l'impact du côté fruitier, il faut savoir que les hérissons vont pas manger particulièrement de baies, de fruits, de choses comme ça. Ça fait pas partie de leur alimentation principale, en tout cas. Ils vont en manger, c'est un peu comme les charognes et les œufs. En fait, ils vont en manger quand ils tombent dessus ou quand il n'y a vraiment plus rien d'autre à manger dans certaines saisons. Donc la saison où les prunes tombent ou certaines baies tombent, ils vont en manger, mais c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc en fait, oui, vous pouvez poser le tunnel le long de la haie. C'est une haie et franchement, c'est un très bon endroit pour poser le tunnel. Et poser des fruitières, c'est une très bonne idée et pas que pour le hérisson en fait. Donc ça, c'est top. Alors, nous avons observé jusqu'à 10 hérissons simultanément autour du potager de notre jardin en ville. Peut-il y avoir une surpopulation de hérissons? Non, votre potager doit être bien attrayant pour eux, en tout cas. Non, il n'y a pas de risque de surpopulation, en fait. Il faut savoir que le hérisson, c'est un animal qui n'est pas très territorial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs individus qui partagent le même territoire et les territoires s'entrecoupent. Et du coup, ils peuvent se retrouver à certains endroits ensemble. C'est souvent le cas quand il y a des zones de nourrissage. Enfin, que ce soit des zones artificielles malheureusement ou comme votre potager, des zones propices à trouver de la nourriture. Et ils peuvent se retrouver aussi au moment de la période de reproduction où ils vont se concentrer autour d'une femelle ou ce genre de choses. Mais c'est des animaux qui ne sont pas vraiment territoriaux et qui peuvent se croiser sans se battre ou juste en s'intimidant un petit peu sans gros problème. Donc voilà. Alors, j'ai vu passer, je ne sais plus où est la question, mais j'ai vu passer une question, c'était pas vraiment une question, une personne qui parlait de famille de hérissons installés fidèles dans son jardin. Je crois qu'il y a peut-être un petit point à faire là-dessus. D'accord. Oui, alors des familles de hérissons fidèles au jardin. Alors c'est possible que, les hérissons ne vivent pas en famille déjà. C'est des hérissons, c'est des animaux qui vivent de manière solitaire. Une fois que les jeunes ont quitté la mère, ils vont se disperser. Donc ils restent pas forcément sur leur territoire de naissance, ils vont bouger. Après, des hérissons qui effectivement reviennent gîter à des endroits, oui, c'est tout à fait possible. Donc on a nos collègues de la LPO de Rome qui ont par exemple suivi des hérissons avec des GPS collés sur eux pendant plusieurs jours pour suivre un petit peu leur déambulation nocturne. Et effectivement, ils peuvent réutiliser plusieurs fois le même gîte s'ils trouvent qu'il est intéressant. Donc oui, vous pouvez avoir des hérissons qui reviennent au jardin régulièrement. Alors après, il faut savoir que ce n'est pas forcément les mêmes pendant 10 ans, malheureusement. Ça peut être d'autres hérissons, même des fois d'une nuit sur l'autre, ça peut être d'autres hérissons aussi, puisque comme vous disiez, en fait, ils sont plusieurs sur le même territoire. Par contre, ce qui est important de préciser, mais bon, j'espère que voilà, toutes les personnes qui sont là ce soir le savent, en fait, il est important de ne pas
conserver un hérisson dans son jardin et de vraiment lui laisser la possibilité de circuler entre les autres jardins avec les milieux naturels. C'est vraiment, voilà, c'est pas un animal de compagnie qui doit rester dans les jardins. Il ne faut surtout pas l'empêcher de déambuler. Et je vous ai mis à l'écran les quelques recommandations en fait pour aider les hérissons et vous voyez que dedans, il y a faciliter les déplacements du hérisson et en fait, un petit passage de 12 cm suffit. Souvent, même les gens qui sont très très clôturés, les hérissons arrivent à passer des fois sous les portails. On a vu ça. Ils arrivent à se faufiler. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire des passages énormes pour les faire circuler les hérissons. Et en fait, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on ne va pas attendre 20 ans pour agir. Non, on ne va pas attendre 20 ans pour agir. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de structures maintenant qui travaillent notamment à cette problématique qui est l'interconnexion des jardins. Parce que les hérissons circulent donc en zone urbaine, comme je vous ai dit. Et en fait, en zone urbaine, il y a beaucoup de jardins et maintenant tout est clos. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où on essaye de sensibiliser les habitants à connecter les jardins entre eux. Donc, ça ne veut pas dire enlever les clôtures et vivre avec son voisin. Ça veut dire laisser des petits passages, voilà, un ou deux petits passages dans la clôture, ça suffit pour ces animaux. Donc, c'est important et il y a de plus en plus de communes voilà, qui sont sensibles à ça, qui préconisent de poser notamment du grillage, ce qu'on dit du grillage à grosse maille, qui laisse passer la petite faune. Et il faut savoir qu'il y a des gens qui s'inquiètent en disant « oui, mais si on laisse un passage, ça va laisser passer les chats ». Oui, en fait, les chats, ils s'affranchissent des passages, ils se débrouillent tout seuls. Donc, qu'il y ait un passage ou pas, il passera. Le hérisson, par contre, lui, va rester bloqué, malheureusement. Alors, il peut grimper un petit peu. Alors, il ne va pas grimper un mur en parpaing de 2,50 m. Par contre, des fois, il y a des petits murets en pierre. Si vous êtes dans des endroits où il y a des murets en pierre, s'il y a un peu de végétation, il va se débrouiller pour, alors nous, on dit pour crapahuter et monter. Mais il va monter quelques dizaines de centimètres. Il ne va pas monter voilà, sur des murs. Donc, c'est vraiment important de laisser ces petits passages. C'est toutes les petites actions qu'il y a listées là. Réserver un coin de nature au jardin, bannir les produits chimiques, adapter les dates d'entretien du jardin, faciliter les déplacements, faire un tas de compost, lever le pied sur la route et mettre surtout des points d'eau en été. C'est plein de petites choses qu'on peut faire chez soi qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont importantes pour le hérisson et du coup importantes pour tout le reste de la faune. Parce que quand on facilite la vie du hérisson et quand on préserve le hérisson, on préserve aussi tout plein d'autres animaux parce qu'en préservant l'habitat du hérisson, on préserve aussi l'habitat de l'écureuil, de la fouine, voilà, de tout plein de petits micro-mammifères, enfin de micro-mammifères, de petits mammifères qui vont en bénéficier. Et je finirai par, la dernière fois, on m'a posé une question en me disant est-ce que c'est grave si le hérisson disparaît ? Enfin, on m'a dit, mais en fait, si le hérisson disparaît, bon, voilà, il disparaît, quoi. Enfin, ça va pas révolutionner tous les écosystèmes. Donc, effectivement, j'ai dit, si le hérisson, on se cantonne à cette réflexion, on se dit, le hérisson disparaît, il disparaît. Bon, voilà. Sauf que si le hérisson a disparu, ça veut dire que derrière, l'écosystème va mal, les habitats vont mal, ça va être pollué, ça va être fragmenté, il ne va plus y avoir de ressources alimentaires. Donc, si le hérisson disparaît, c'est que derrière, il y a tout plein d'autres animaux et de milieux, de plantes, enfin, toute la biodiversité va être clairement menacée. Donc, non, c'est grave si le hérisson disparaît parce que ça sera un signe que ça va mal. Donc, il faut préserver cette petite bête pour préserver tout le reste. Voilà, moi j'ai fini. Après, s'il y a quelques questions, je veux bien les prendre en fait. Et voilà. Vas-y. Pardon. Oui, en fait, il y a des questions qui sont arrivées au fur et à mesure et qui concernaient plutôt la fin, donc je les ai réservées pour la fin. Alors, il y a une personne qui demandait de préciser comment l'action de la LPO sur le hérisson s'inscrivait dans un ensemble plus large au niveau national, auquel participent d'autres organismes. Après, c'est un peu ce que je viens de vous dire. En fait, la préservation du hérisson, enfin, on ne va pas forcément travailler spécifiquement sur le hérisson pour protéger le hérisson. C'est une protection globale sur tout ce qu'on peut faire, à la fois sur l'agriculture, sur la préservation des habitats. Après, sur la connaissance du hérisson, on est plein à travailler dessus, que ce soit sur, comme je vous disais, nos collègues qui font des suivis, nous qui faisons une enquête, de la collecte de données par-ci par-là, un gros travail d'animation, de sensibilisation. Le hérisson s'inscrit vraiment dans toute
le travail qu'on peut faire sur la sensibilisation à la biodiversité de proximité, à la nature de proximité. Donc, ça va pas forcément. Le hérisson, c'est une porte d'entrée qui est intéressante parce que tout le monde le connaît, tout le monde l'aime. Pardon. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aime et ça nous permet vraiment de toucher une grande quantité de personnes. Mais voilà, c'est un travail plus global qui est fait à l'échelle de la LPO et des autres structures pour la préservation de la biodiversité plus globale et pas que du hérisson en fait. Et voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors, je suis désolée si toutes les questions n'ont pas été traitées. J'ai essayé de traiter un maximum dans le chat, mais ça allait très vite, donc peut-être que vous n'avez pas vu mes réponses. Donc voilà, si jamais des questions n'ont pas été traitées, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sinon, vous pouvez nous les poser par mail aussi. Hein, pas de souci. Ouais, donc voilà, c'est ça exactement. Je vous mets donc, le mail. Pardon. Non, si vous avez des questions qui n'ont pas été traitées sur l'enquête, notamment, donc vous pouvez les envoyer à cette adresse, mission.hérisson@tlpo.fr. Si vous avez envie de participer, que vous n'êtes pas sûr, que vous avez encore des doutes, voilà, n'hésitez pas. Ou si vous participez et qu'il y a encore des choses qui vous posent question ou des problèmes, envoyez-les nous, on les traitera. Alors comme je vous dis, on ne vous répondra pas du tac au tac parce qu'on travaille sur plein d'autres choses, mais voilà, on s'attelle à répondre à tout le monde, donc patientez si jamais on ne vous répond pas dans la minute. Et si vous avez d'autres questions sur le hérisson, n'hésitez pas à les poser, on pourra y répondre ou on pourra les transférer à des collègues qui travaillent spécialement sur des questions de médiation hérisson et qui pourront vous donner toute la documentation, répondre à toutes vos questions. Voilà, ils pourront vous aider, on espère, à mieux cohabiter avec le hérisson ou à répondre à plein de questions que vous vous posez en fait. Voilà. C'est bon, Clémence? Oui, alors juste une petite dernière information. Je vais remettre tous les liens que j'ai mis dans le chat au fur et à mesure à la fin de la conversation. Donc vous pourrez tous les copier-coller à la limite pour les avoir sous la main. Donc je les colle dans la conversation. Oui, et puis de toute manière, toute cette présentation donc, a été enregistrée, on la mettra en ligne, on fera une petite synthèse, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de la mission Hérisson dans certainement une semaine ou deux, quand on aura tout synthétisé et tout bien fait propre. Et puis vous pouvez vraiment nous contacter, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et merci à tous, que vous soyez participants, pas participants, futurs participants. Si vous aidez le hérisson et que vous ne participez pas, c'est bien aussi. Donc honnêtement, voilà, ça fait du bien de voir tout, que ça a pu mobiliser. On était une 60aine à un moment de gens qui s'intéressent au hérisson. Donc vraiment, merci d'avoir été présents ce soir. Et puis, bon appétit. Et peut-être à bientôt par mail en tout cas. Bonne soirée.